la bio se développe, ça a été dit d'entrée de l'après-midi, et ce qui a été beaucoup rappelé, me semble-t-il, c'est que ce développement n'est pas seulement celui de l'offre, c'est-à-dire que certes ça se mesure en pourcent d'hectares, en pourcent d'exploitation convertie à l'agriculture biologique, mais, et j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est aussi une question de demande. Du coup, je me demande parfois si on n'a pas un peu tendance à considérer que la demande est là de toute façon. Elisabeth Mercier a rappelé quand même 2-3 choses là-dessus. Elle a insisté sur le rôle des différents acteurs. Et donc, je crois qu'il faut suivre attentivement l'évolution de la demande, parce que vraiment, elle est déterminante. Je dirai un mot tout à l'heure. Bon, ça, c'est le marché. Ce que je me suis fait comme réflexion en écoutant ce qui s'est dit, c'est qu'il n'y a pas que le marché qui fait évoluer les comportements. Alors, à côté du marché, il y a les règles, les normes. Il ne faut pas oublier que les marchés fonctionnent dans un ensemble de règles. Alors, on s'est beaucoup plaint ici ou là du libéralisme. En fait, plus on libéralise les marchés, plus en même temps on les environne avec des règles et des normes, qui ne sont pas toujours d'ailleurs favorables à ce qu'on souhaiterait obtenir. Et donc, je reviens en politique, si une politique peut accompagner les marchés par des mesures fiscales, par des incitations, par de la promotion, etc., elle peut aussi autoriser ou interdire. Ça, c'est la règle. Elle peut autoriser tel ou tel produit, elle peut interdire telle ou telle technique, par exemple pour protéger une ressource collective, l'eau, on en a parlé. Donc il y a le marché, il y a les normes, et puis à côté de ça, il y a un troisième élément qui a été un petit peu évoqué par François Thierry dans son introduction. Il a parlé de prise de conscience. Alors je vais dire, moi, c'est l'envie. C'est l'envie de changer, l'envie de faire bouger les choses. Et je crois aussi que le développement de la bio s'est appuyé sur des dynamiques individuelles et collectives qui étaient comment dire, à un moment indépendantes des politiques finalement. Hein. C'est des moments où des agriculteurs, des transformateurs, des distributeurs modifient leur comportement, pas tellement parce qu'ils y sont incités par le marché, mais parce que tout simplement il y a une prise de conscience et qu'ils veulent que ça bouge. Et donc, il me semble que quand on s'intéresse aux politiques publiques, c'est bien ces trois leviers qui peuvent à un moment ou à un autre être mobilisés ensemble ou indépendamment. C'est bien ces trois niveaux, le marché, la règle et l'envie. Appelons-la comme ça. Alors là, je veux commencer par rappeler un paradoxe qui a été un peu souligné dans les interventions, dans les questions de la salle. Au fond, les bienfaits de l'agriculture biologique, quels sont-ils? On en a évoqué beaucoup. Sur un plan scientifique, je vais me faire allumer, il y a un gros bloc autour de la santé qui reste débattu, disons-le. Et puis il y a un gros bloc autour de l'environnement, qui lui n'est plus débattu. Les bénéfices environnementaux de l'agriculture biologique, je crois aujourd'hui, sont totalement reconnus. Et là, il y a un paradoxe énorme. C'est que ces bénéfices environnementaux, je ne parle pas des bénéfices santé, eh bien, ils sont collectifs. C'est-à-dire que celui qui mange bio ou celui qui ne mange pas bio, il bénéficiera au fond des efforts faits par les agriculteurs bio pour produire bio, et puis aussi des efforts faits par les consommateurs bio pour acheter et consommer bio. Pour autant qu'on puisse parler d'efforts, n'importe comment en termes de prix, ils en font un petit. Voilà. Et donc, il y a un paradoxe, c'est qu'une bonne politique publique, elle devrait financer le bienfait collectif et ne pas le faire reposer sur les acteurs d'un système. Je ne sais pas si je suis clair, en économie on appelle ça l'internalisation des externalités. Voilà. Et c'est quand même un paradoxe fondamental aujourd'hui autour de la bio, c'est qu'elle amène des bénéfices collectifs et qu'elle les fait payer, entre guillemets, à ceux qui s'investissent dedans, qu'ils soient producteurs ou consommateurs. Alors bien sûr, il y a des politiques publiques, mais on voit bien qu'elles sont encore loin en termes de moyens et en termes de... Enfin, en n'importe comment, elles ne permettent pas pour le moment à tout consommateur de pouvoir s'acheter et participer voilà, à l'achat de produits biologiques. Alors, de ce point de vue, donc, des politiques sont nécessaires et donc justifiées. Alors, quelle politique et à quelles échelles? Il a été rappelé à plusieurs reprises le poids modeste des politiques régionales. Il a même été rappelé, je crois que c'était par Olivier Keller, que les régions n'ont pas la compétence en politique agricole. Et c'est vrai, il est connu qu'elles abritent au fond leurs politiques agricoles dans leurs domaines de compétences, qui sont le développement économique, qui sont l'aménagement du territoire, l'enseignement, la formation aussi,
voire de temps en temps le tourisme, l'environnement, enfin en tout cas un ensemble de choses. Elles sont parfois un peu en passager clandestin, même si elles sont étroitement surveillées par l'Union européenne sur le fait qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence. Alors c'est des politiques modestes. Cela dit, pas mal de travaux ont pu montrer que néanmoins, malgré leur modestie, les politiques des collectivités territoriales, et là j'inclus les départements, ont un effet de levier indéniable. Donc c'est quand même positif et important de se le rappeler, elles ont un indéniable effet de levier sur pas mal de choses. Et puis on peut même les considérer autrement, c'est vrai que quand on les compare à l'ensemble des soutiens à l'agriculture, les chiffres donnent le vertige, il en a été évoqué quelques-uns. Maintenant, si on s'en tient plus modestement au deuxième pilier de la PAC, et par les interventions directes, moi j'avais fait un petit calcul en Rhône-Alpes il y a quelques années, quand j'additionnais département-région, j'arrivais à un chiffre de dépenses qui était 20% du deuxième pilier, reçu dans la région. C'est pas négligeable, en fin de compte, c'est pas négligeable. Donc du coup, on est quand même sur des politiques, certes modestes, mais qui peuvent avoir un effet de levier, et je crois que c'est ce qu'elles essayent de faire. Alors, quelle politique, maintenant qu'on a un petit peu brossé ce tableau, c'est là que ça devient de plus en plus acrobatique pour moi. Plusieurs sujets ont été abordés dans les débats, donc je vais essayer d'en attraper 3-4, pas beaucoup, et parfois me permettre un commentaire ou une question sur les dits, les non-dits, les réalités et les présentations. Premier sujet que je vais aborder, c'est le foncier. On a eu plusieurs exemples, enfin plusieurs fois ont été rappelés la nécessité d'avoir accès au foncier. On a eu des exemples de politique foncière qui ont été donnés. Et donc, il me semble que quand on traite de cette question, on passe souvent un peu à côté d'une chose, qui est que le foncier, c'est pas tout dans une installation agricole. Il y a le logement. C'est-à-dire qu'un agriculteur, il a besoin de terre, il a aussi besoin de se loger. Et pour un ensemble de gens, et j'en vois beaucoup dans les stages de préparation à l'installation, etc., je vous rappelle quand même qu'il y a, heureusement d'ailleurs, de plus en plus de gens qui viennent qui ne prennent pas des fermes familiales, donc qui s'installent, on dit hors cadre familial, peu importe, mais pour le coup, ces gens-là ont un projet de vie, c'est aussi, et donc ils doivent trouver à la fois du foncier, mais ils doivent trouver aussi le lieu où vivre. Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a un décalage de temps entre le moment où le foncier se libère et où la maison se libère. Je ne fais pas un dessin. J'ai un voisin qui prend sa retraite il y a quelques temps. Enfin, bon, d'ailleurs, il a finalement fait durer, mais il approche, je lui dis alors, ils sont venus voir la DASEA, il me dit oh, surtout pas, je veux pas. Je veux rester chez moi. Donc c'était tout à fait, pour moi, illustratif d'un vrai phénomène qui est que le temps de libération du foncier et le temps de libération de la ferme n'est pas tout à fait le même. Et je ne crois pas que les politiques, pour le moment, aient vraiment pris ça, mais les politiques, qu'elles soient régionales, ou même les politiques, entre guillemets, professionnelles. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on ait pris la mesure de cette difficulté-là, et qu'on ait encore, je n'ai pas les réponses, mais trouvé les outils qui permettraient éventuellement de faire face à ce décalage temporel. Moi, ce que je vois, c'est qu'on va repérer ce qu'on appelle les cédants de plus en plus tôt, parce qu'à partir de 50 ans, on commence à demander si on a un successeur, et puis si on n'en a pas, on est très vite sous le feu du... Bon. Mais voilà, le cédant, il n'est peut-être pas cédant du tout, en tout cas pas tout de suite. Et donc je pense que là, il y a une vraie question qui doit aussi être... enfin, en tout cas, moi qui m'interroge, et je pense qu'il y a des choses à trouver un petit peu nouvelles pour cette histoire de dissociation. Parce que pour le coup, quand la maison est libre, elle va partir, dans un certain nombre de cas, en résidence secondaire. Il y a pratiquement plus d'hectares qui lui sont attachés. Donc il faut arriver à reconstruire et à reconstituer des choses. Le deuxième point, on a parlé des conventions avec la SAFER, etc., un certain nombre de choses. Moi, je m'aperçois aussi de quelque chose, c'est qu'il y a quand même une représentation territorialement partagée, souvent, de ce qu'est une exploitation viable. Or, on sait bien, et alors c'est vrai en bio, mais pas seulement, qu'il peut y avoir des projets avec de la transformation, avec de la valorisation variée, des formes de valorisation variées, et qui sont très différents de la ferme reprise, de ce qu'elle pouvait être. Et pour rencontrer énormément d'agriculteurs, j'en vois quand même un certain nombre qui sont à la fin de leur vie professionnelle et qui considèrent que leur ferme n'a plus d'avenir. Elle n'a plus d'avenir dans le système qu'ils avaient. Elle aurait évidemment un avenir dans un autre système. Je pense au bio, mais c'est pas selon le... Une troisième petite remarque sur le coût du foncier, puisqu'il a été
il a été dit que le foncier ne peut pas se financer. Je pense que c'est un peu un débat biaisé. Le foncier, je rappelle que au compta d'exploitation, il n'est pas amortissable, il n'est pas dans le bilan, dans la plupart des cas. C'est quelque chose qui est entre le patrimoine, entre le patrimoine et l'outil de travail. Et donc, pareil, son financement, il doit répondre à d'autres critères que celui de la rentabilité immédiate de l'activité. Deuxième point, les filières, le territoire. Alors là, plein de choses ont été rappelées. Volonté d'être acteur dans les filières, opportunité de développer des filières territorialisées. Alors je voulais effectivement dire quelque chose sur cet aspect territorial. Je crois effectivement que l'ancrage territorial de la bio est fondamental. Et il faut faire attention au langage qu'on utilise, me semble-t-il. Parce que l'agriculture biologique, vue comme une filière, c'est quelque part prendre le risque, me semble-t-il, de l'enfermer. Alors qu'elle doit se penser davantage de façon systémique. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui partageront cette idée-là. Et c'est pas, voilà, la pensée de façon systémique, c'est-à-dire pas comme une filière sectorielle, mais bien comme un projet qui peut être territorial. Et alors, quand on dit ça, si on accepte ce que je viens de dire, peut-être que vous n'accepterez pas, mais si on accepte ça, on accepte aussi du coup que l'agriculture n'est pas la seule affaire des agriculteurs. Que plein de gens s'intéressent à l'agriculture, y compris des gens qui, entre guillemets, n'y connaissent rien. Des associations environnementales, des élus. Donc si on accepte de dire qu'on a affaire à des projets territoriaux, on accepte aussi cette multiplicité des points de vue et le fait de devoir... J'entendais quelqu'un tout à l'heure qui disait on ne va pas laisser les gens penser à notre place. Ben si, peut-être un petit peu quand même. Troisième point, la gouvernance. Qui doit faire quoi, avec qui? Alors là, on a parlé de la co-construction. Alors j'ai bien compris, je dis ça pour les plus anciens d'entre nous, que co-construction, c'était pas cogestion. Alors deux petites remarques sur ce point, qui ont été en filigrane des discussions. Même s'ils n'ont pas été, c'est un peu une interprétation de l'autre. Je constate qu'il y a une logique des politiques, qu'elles soient régionales ou pas, qui ont besoin d'avoir, pour co-construire, eh bien d'avoir un groupe d'interlocuteurs identifiés, stabilisés, etc. En gros, je veux voir une tête. Vous voulez de la bio, très bien. Venez, mais arrangez-vous, je veux voir une tête. Et bien ça, c'est difficile. C'est difficile parce que quelque part, il n'y a pas une agriculture, mais des agricultures, et je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas une agriculture bio, mais il y a des agricultures. Et donc, j'invite aussi nos élus à faire attention au fait que, si, bien entendu, je comprends cette nécessité d'avoir un interlocuteur, mais de faire aussi un peu attention, ben voilà, il y a des histoires, il y a des projets qui ne sont pas forcément les mêmes. Et ben ça met du temps à fédérer tout ça. Parce qu'ils doivent constamment courir après le montage de projets, quelque part pour assurer leur propre survie, leur propre financement de fonctionnement. Alors je sais bien que pour les élus, c'est très embêtant d'entendre dire qu'il faut financer du fonctionnement. Le problème, c'est que l'animation, le travail de terrain, tout ce développement de l'agriculture biologique, ben, ça prend du temps. C'est des activités de longue haleine, et ce temps long n'est pas toujours celui des projets. Et donc, je pose là une question, me semble-t-il, même si ça n'a pas été évoqué, qui est une question quand même cruciale, peut-être je me trompe, tant pis, je prends l'avance. Quatrième point, les filières, la commercialisation, bref, la demande. Je reviens un peu à ça. On a parlé de tous les circuits, les courts, les longs, passant par la restauration collective. Tout cela s'adosse à des plans de développement qui concernent l'installation, la conversion, l'expérimentation, dans une grande recherche de cohérence. Alors j'insiste sur ce mot parce qu'il a été prononcé peut-être le mot de la journée, le mot cohérence. Et donc c'est indéniablement un mot important qui pourrait sans doute être une grille d'analyse. Alors là je rejoins ce qu'a pu dire François Dufour en partie, qui pourrait sans doute être une grille d'analyse de nos politiques. Pas seulement au regard des politiques en faveur de l'avion, qui ne doivent pas être une bulle isolée au milieu d'une autre politique qui ferait autre chose, mais bien en faveur de l'ensemble des politiques de développement agricole et de développement territorial. Donc François Dufour a un petit peu manifesté ses inquiétudes autour de cette notion de verdissement. Ça peut en effet conduire à des politiques contradictoires, et sans doute à toutes les échelles, qu'elles soient européennes ou territoriales. Alors je reviens, et je termine d'ailleurs avec ça, parce que évidemment je n'ai pas eu le temps de préparer de conclusion
Voilà, vous imaginez pourquoi. Je reviens à la structuration des filières. Quelle que soit la façon de prendre le problème, moi je pense que le bio se développera si les gens achètent les produits bio, si les gens les consomment. On a beaucoup parlé du levier que peut constituer la restauration collective. Je suis d'accord, c'est un levier. Je voudrais quand même relativiser sur les volumes que ça représente, et ceux qui suivent ça de près pourront sans doute confirmer les propos. Pour le moment, ce sont des petits volumes. Vous servez 800 repas en accompagnant ça avec des carottes bio, ça fait 2 caisses de carottes. Quel maraîcher va vivre avec 2 caisses de carottes? Donc, c'est un levier, mais gare aux effets d'optique. De temps en temps, voilà, il y a des modes comme ça, on s'embarrasse. Je crois quand même le problème à la sortie, ça restera d'élargir, de continuer, de poursuivre des réflexions qui restent évidemment nécessaires pour voir comment les produits bio peuvent arriver auprès de tous les consommateurs. Alors est-ce que ça passera par la grande distribution ou pas? Je ne veux pas toucher le débat. Pour le moment, je rappelle quand même que 75% des achats alimentaires se font dans la grande distribution. Voilà, je m'excuse de ce côté. Mais vous excusez